D'abord, j'avais écrit un livre déjà en 2006-2007 sur les provinces du Sud, qui s'intitulait « Une volonté plus forte que les sables ». Donc, en 2006-2007, j'avais visité ces régions et il me paraissait utile de faire le point près de 15 ans après. Il y avait une opportunité avec les 20 ans à la tête de royaume de Sa Majesté Mohamed VI, et j'ai trouvé que on devait faire le point sur le développement économique de ces territoires, sachant que durant ces 20 dernières années, il y a eu des changements considérables les concernant. Et à travers la démarche que j'ai retenue dans le cadre de ce livre, je crois qu'il fallait distinguer, en fait, il y a une année rupture, c'est le discours royal de novembre 2015 à Laayoune, où Mohamed VI décide de proposer un nouveau modèle de développement pour ces régions du Sud. Et bien sûr, ça m'a apparu, c'est un discours très fort pour moi. D'abord parce qu'on constate ce qui a été fait de bien, mais aussi ce qu'il faut faire mieux. C'est pas un discours, on dit tout a été fait bien, non, on dit on a fait ci, on a fait ça, et il faut aujourd'hui essayer de proposer un nouveau modèle de développement. Et le point central, c'était la non-inclusivité des décennies précédentes, et donc de mettre en place un nouveau modèle de développement basé sur l'inclusivité, c'est-à-dire de la richesse produite dans les provinces et non plus de la richesse produite en dehors des provinces. C'est ça ce que j'ai souhaité faire. Et c'est la deuxième partie du livre, c'est l'État aménageur, alors que la première partie est consacrée à l'État stratège, car entre 1999 et 2015, il y a eu des orientations et des choix qui ont été pour moi décisifs pour les provinces du Sud. Je cite en particulier le choix sur les énergies renouvelables. On sait l'importance des énergies renouvelables dans ces provinces. Le choix de la régionalisation, car on ne peut pas faire de développement inclusif s'il n'y a pas une régionalisation avec un véritable transfert de compétences, avec de véritables moyens financiers. Et là, je crois que c'est vraiment un tournant. Et en plus, le discours de Laayoune de novembre 2015 me permettait d'avoir un recul de 4 ans par rapport à 2019 et de constater que tout était bien sur les rails, car on a des taux d'avancement qui vont de 33 pour les moins avancés sur les projets à plus de 90% pour les plus avancés. Donc c'est non seulement un discours, mais c'est aussi un premier constat, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière et que ce qui a été annoncé est déjà sur les rails. Oui, parce que les choix qui sont faits ne sont pas des choix si évidents que ça à faire. Il fallait non seulement une vision, mais il fallait la volonté de mener à bien cette vision. Je prends l'exemple des énergies renouvelables. Quand votre roi décide de se lancer sur le programme des énergies renouvelables, c'est dans les années 2005-2006, le moment où le pétrole est au plus bas. Donc on aurait pu penser que c'était peut-être pas le moment de se lancer sur ce choix. Et on sait combien aujourd'hui ce choix a été déterminant pour le royaume et pour les provinces du Sud. Deuxième élément où il y a une volonté sans faille également, pour moi, c'est par exemple, la création de pôles de compétitivité. Il y a un changement radical à partir de 2015 sur le pôle industriel dans les provinces du Sud, qui fait suite à une volonté, bien sûr affirmée par le roi, de valoriser les phosphates de Boukra et non plus de les considérer comme devant être vendus en l'état. Désormais, ils seront valorisés, c'est-à-dire que on va non pas les vendre du minerai, mais on va vendre essentiellement des acides et des engrais. Moi, je crois qu'il faut d'autant plus apprécier ce qui a été fait quand on connaît le point de départ.
Parce que le point de départ, lorsque, en 1975, au moment de la Marche verte, quelle est la situation dans les provinces? Cette situation, elle est très simple. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas du tout de développement économique. L'accès à l'eau est très faible, l'accès à l'électricité est aussi faible. Bref, tout est à faire. Quand on va aujourd'hui, et j'ai eu la chance de le faire et de le constater, les changements sont extraordinairement sont aux yeux. Aujourd'hui, le taux de couverture en eau potable à l'accès au territoire est supérieur dans les provinces du Sud à la norme des provinces du Nord. Même constat sur l'électricité, même constat dans le système éducatif, où le nombre de bacheliers par rapport à la population est plus élevé dans les provinces du Sud qu'il n'est dans les provinces du Nord. Alors, on peut se poser la question pourquoi. D'abord, il y a une raison qui est constatée dans toutes les étapes de développement. Quand on part de rien, c'est plus facile d'être performant que lorsqu'on part de quelque chose qu'il faut corriger. Et ce qui était une faiblesse pour les provinces du Sud, à savoir rien, est un atout quand on met en place un modèle de développement. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Alors, le plan Maroc vert, j'y consacre un certain nombre de pages. Pourquoi? Parce que moi, avant d'aller sur le terrain, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait une agriculture dans les provinces du Sud. On pouvait penser au contraire que c'était un territoire dépourvu de toute richesse potentielle agricole. Or, c'est pas ça du tout. Très vite, je me suis rendu compte, en allant sur place, que, par exemple, il y avait, en matière de lait, qui est un élément de base pour les familles, eh bien, il y avait une autoproduction autour de l'Aïoun à plus de 70%. Qu'il y avait dans les graras de Tarwata des potentiels liés à des réserves de nappes phréatiques en dessous, qui permettaient de développer la tomate cerise qui avait une forte valeur ajoutée. Bref, il y avait tout un ensemble d'éléments qui ont été mis en évidence dès 2005, dès 2007. Le plan Maroc vert, je crois que c'est 2006. Donc dès 2006, on commence à proposer un plan où il y a deux piliers, comme vous le savez, pilier 1 et pilier 2. Concernant les provinces du Sud, c'est le pilier 2 qui est le plus concernant, le plus adapté, car on va vouloir d'abord préserver une agriculture de niche dans des zones totalement excentrées. Par exemple, pas nécessairement privilégier la valeur ajoutée, mais privilégier un savoir-faire qu'il faut transmettre, par exemple dans le cadre des oasis. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup m'intéresser. C'est pourquoi j'ai souhaité y consacrer des pages importantes. Il y a un pôle de créativité agricole qui est développé dans le cadre, je crois qu'on consacre 2 milliards de dirhams, dans le cadre de l'annonce royale de novembre 2015. Et bien évidemment, ces 2 milliards sont extrêmement utiles. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de faire l'équivalent de ce qu'on a fait pour la pêche ou pour l'industrie. Il s'agit quand même localement de permettre d'accroître l'autosuffisance dans le domaine du lait, d'accroître l'autosuffisance dans le domaine de la viande, essentiellement cameline, car on a développé aussi on a continué un savoir-faire dans ce pays. On a donné une valeur ajoutée au lait de chamelle. Et tout ça, ce sont quand même des éléments qui sont importants. Pour une autre raison, ça maintient l'emploi. Et ça maintient la vie dans des zones rurales particulièrement excentrées. Et c'est pour ça que je crois qu'il fallait ne pas oublier, l'image agricole de ces provinces qu'on oublie trop souvent. J'ai eu la chance de faire un long voyage plusieurs fois là-bas, 2-3 fois, et effectivement de rencontrer les différentes personnes, les responsables, mais aussi les acteurs quotidiens, par exemple les pêcheurs, les agriculteurs. Et par exemple, j'ai visité à Dakhla une usine de conserverie qui m'a beaucoup impressionné.
conserverie de poissons à Dakhla, 1500 personnes. Nous, quand on raisonne en France, une usine de conserverie de poissons de 1500 personnes, c'est très rare. Et quand on apprend en plus que le patron de cette usine, que nous avons eu la chance de rencontrer et avec lequel on a visité son usine, eh bien, nous annonce qu'il va embaucher 700 et 800 personnes de plus. Donc, ça, oui, c'est une grande chance, car ce que j'ai écrit, je l'ai vu. Donc, je peux pas. D'abord, je ne sais pas écrire si j'ai pas été voir. Je me contente pas des statistiques. Il faut aussi aller sur place, car beaucoup de gens portent des jugements sur le Maroc sans avoir mis les pieds au Maroc. Et ça, c'est fort regrettable. J'aborde un peu ce problème dans le livre, bien évidemment, surtout sur la deuxième partie, parce que le discours de l'Ayoun de 2015 est aussi un discours très clair, très net. Les propositions royales, elles sont très précises, mais elles ont aussi un message. On n'ira pas au-delà. Le roi l'a répété, et je crois qu'il a déjà fait le maximum pour essayer de mettre en place un processus qui, d'ailleurs, aujourd'hui, rallie de plus en plus de pays qui ne l'étaient pas hier à la cause marocaine, et je peux que m'en réjouir. Deuxième élément qui me paraît aussi indiscutable. Je crois que le Maroc, dans ses provinces, est chez lui, et qu'il faut arrêter de tourner autour du pot et de vouloir sans arrêt répéter, on va faire un référendum, on va faire un référendum. Nous avons connu cette situation, nous, avec nos provinces alsaciennes, dont Feu Hassan II disait « le Sud sera l'Alsace-Lorraine du Maroc ». Donc, et je crois que c'était une très bonne vision. Il y a un moment, il faut faire des propositions. Vous les avez faites. Premier point. Deuxièmement, c'est dommage pour l'Algérie et pour le Maroc qu'il n'y ait pas d'accord, in fine, avec la fermeture des frontières, en particulier sur la zone de Oujda. Pourquoi est-ce dommageable ? Parce que ça vous coûte entre 1,5 point et 2 points de croissance à vous, mais aussi à l'Algérie. C'est-à-dire que si il n'y avait pas ce conflit larvé, non pas, moi je ne parle pas d'un conflit sur les provinces. Pour moi, ce conflit, il est entre le Maroc et l'Algérie. Et si ce conflit n'existait pas, ce serait 1,5 point de croissance de plus pour le Maroc et pour l'Algérie. Deuxième point. Et troisième point. Sur cet élément-là, je crois que lorsqu'on fait un bilan comptable, tout ce que le Maroc a mis dans ses provinces, et qu'on compare avec ce qui aurait pu, soi-disant, être pillé, comme je l'entends dire, ça n'a pas de sens. On ne pille pas le vent, on ne pille pas le soleil, et quant à l'exploitation de Fos-Boukra, elle n'a pas commencé, elle est en train de commencer, et le roi a bien précisé que toutes les richesses qui seraient tirées de Fos-Boukra seraient réinvesties sur les provinces. Donc je crois que le message est clair, et moi je constate simplement que depuis ce discours, depuis cette mise en valeur de ces territoires, depuis tout cela, eh bien, le Maroc garde régulièrement des pays à la cause qu'il défend. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.